Et donc, mais du coup, tout le monde s'était mobilisé, là c'est pareil, l'Europe, le monde, hop, la grippe aviaire, tout le monde parle de la grippe aviaire. Bon. Et puis, commence une vraie grippe, qui celle-là va s'appeler la grippe porcine, puis la grippe mexicaine, et puis H1N1, parce qu'elle commence au Mexique, elle commence dans un élevage de porcs, ce qui est assez logique, parce que la plupart des variants qui sont venus des oiseaux ont un passage avec un autre intermédiaire, qui est le porc, qui est un mammifère, qui est le porc, et puis c'est passe du porc ensuite à l'homme. Et donc, elle commence comme ont commencé les autres épidémies qu'on a connues, celle de la fièvre de Hong Kong, celle de la première H1N1, c'est-à-dire la grippe espagnole. Bizarrement, pour des raisons que je ne m'explique pas du tout, mais c'est parce que, encore une fois, je pense que l'épidémie d'infection humaine, on ne la comprend pas du tout, elle commence en été. Alors qu'on a l'habitude des grippes qui sont plutôt en hiver, elle commence en été, et donc elle commence, hop, et puis les premiers cas, comme toujours, sont des cas mortels. Donc on dit, attendez, c'est une grippe gravissime, commence en été, on ne l'aurait jamais repéré, les cas, s'il n'y a pas eu des cas graves, parce que personne ne serait allé chercher des grippes, si vous voulez, pas graves, en juin au Mexique, ni au sud des États-Unis. Donc on voit apparaître ça, commence à se répandre, on commence à avoir des cas, très bien. Les gens se mobilisent, on demande Osterhaus, qui est terrible, aussi grave que H1N1, c'est affreux. On identifie que la grippe espagnole, c'est affreux. Et donc, hop, tout le monde s'y met, Ferguson, tout le monde, hop, on repart, même histoire, même chose, très bien. Et puis, là, l'État français qui revient dans ces maladies qui est la centralisation et l'organisation administrative, commence à dire, très bien, alors on fait une commande de vaccins, et encore une fois, c'est pour ça que je dis, les parents ont mangé des raisins verts et les enfants ont les dents agacées. Du coup, on reste avec Sanofi sur l'idée de, on fait des vaccins, non pas comme on fait d'habitude, ce que font les États-Unis sur les embryonnés, parce que là, c'est un virus humain, c'est humanisé, c'est pas un virus de poule. Donc ça pousse très bien sur les embryonnés, ça coûte beaucoup moins cher. Mais nous, on reste sur la même truc, parce qu'on a converti les gens qui nous font les vaccins, pour faire des vaccins sur culture cellulaire, avec, on va dire, voilà, il faut ça. En plus, ces vaccins sur culture cellulaire, il y a beaucoup moins de virus, puisque ça produit moins que les embryonnés, donc il faut faire 2 injections, 15 jours d'intervalle, avec des gens qui font un mal de chien quand on les injecte. Et donc, nous, notre stratégie, c'est qu'il faut avoir deux injections vaccinales, donc 2 doses pour toute la population française. Et on demande à l'industrie de produire ça à une vitesse phénoménale. Et pour produire ça à une vitesse phénoménale, du coup, ils ont des problèmes pour faire des doses individuelles, parce que c'est complexé, c'est complexe, et donc ils font des doses pour 10. Et l'État se ressaisit de ça en disant, c'est nous qui allons faire ça, c'est pas les médecins. C'est nous, on va le faire nous. C'est nous qui allons décider. Et donc, on va faire la vaccination dans les stades, on va mobiliser, on va obliger les médecins à venir faire les vaccins dans les stades, et donc on va faire une organisation nationale du vaccin. Ce qui a été déjà une erreur terrible, parce que, c'est-à-dire, on a enlevé la responsabilité vaccinale du médecin pour dire c'est l'État. L'État sait mieux que les médecins ce qu'il faut faire. Moi, à l'époque, la mode a passé, donc j'étais très aimé du Conseil de l'ordre des médecins. Il m'a demandé de pas nous faire une réflexion là-dessus. J'ai dit, écoutez, moi je pense, au tout début, écoutez, il faut surtout pas sortir les médecins de la boucle, parce que, n'oubliez pas, c'est eux les conseils, c'est eux les praticiens, et c'est eux les conseils des gens. Les gens vont se tourner vers le médecin. Si vous faites une exclusion des médecins, vous allez avoir des problèmes. Et donc, la maladie augmente au début de l'automne. Moi, je suis sollicité plusieurs fois, alors que je ne faisais plus d'enseignement post-universitaire auprès des médecins généralistes. Je suis sollicité plusieurs fois pour dire, écoutez, qu'est-ce qu'il faut faire? Je dis surtout, ne vous vexez pas, parce que l'État est en train de vous marcher sur la tête. Il ne faut pas vous vexer, on a une grippe là qui est en train de démarrer, on ne sait pas très bien ce qu'elle va donner, mais il faut vacciner. Il ne faut pas refuser de vacciner contre la grippe, parce que l'État dit que c'est mieux ce qu'il faut faire que vous. Et je vous assure, j'ai convaincu un certain nombre de médecins de ne pas prendre une position hostile, qui est une position de réaction face à un autoritarisme d'État qui était très mal supporté.
Donc, encore une fois, chacun porte ses responsabilités dans les épisodes actuels, mais c'est inscrit ça dans l'histoire de France, hein, cette histoire de dire quand il y a un problème, c'est l'État qui va tout organiser de Paris. Ça marche jamais, hein, mais ils ne peuvent pas s'empêcher de le refaire. Hein. C'est comme ça, la France, c'est comme ça. Ils pensent dans les ministères qui savent mieux ce qu'il faut faire que les gens qui sont au contact de la population directe. C'est comme ça. Voilà. Et donc, on organise ça avec la création d'une défiance absolument considérable contre le vaccin contre la grippe, d'autant qu'il est truc, et d'autant que, chose bizarre, quand je vous dis, moi je comprends pas grand-chose au déroulement épidémique, mais personne n'y comprend rien. La maladie, dans la plupart des pays, en France, et nous c'est ce que je vois, c'est nous qui faisons les diagnostics aussi, donc on voit les malades et on fait le diagnostic. Et ce qu'on voit, c'est que, fin décembre, plus de cas de grippe, c'est fini. Donc pendant toute la saison froide, il n'y aura pas de grippe. Donc cette grippe aura duré de juin à décembre, et après elle s'arrête. Et donc elle aura tué en tout dans le monde peut-être 100 000 personnes, ce qui est très peu pour une grippe, hein, c'est pas grand-chose. Et on ne sait pas pourquoi. Mais, à cette occasion, on aura commencé à installer une défiance de la population vis-à-vis d'un vaccin qui n'aura pas servi à grand-chose, une déconnexion des médecins avec la décision d'autorité nationale, qui se paiera, et très rapidement, on se rend compte l'incapacité, d'ailleurs, le ministère serait intervenu, donc c'est pour ça que les rapports avec le ministère de la Santé ont été étendus plusieurs fois. Très rapidement et publiés, on sait exactement ce qui se passe sur cette épidémie, qui a de l'avance dans la partie sud dans l'hémisphère sud. La grippe sévit toujours là-bas. Et donc, on voit très bien de combien on a besoin de lits d'hospitalisation pour faire face à cette grippe en Nouvelle-Zélande. On calcule, et puis on voit bien, on dit, ben voilà, par million d'habitants, ils ont eu besoin de 10 lits réservés pour la grippe en permanence, par million d'habitants, pour gérer ce problème-là. Et ici, on regarde quel est le plan blanc donc, pour faire la grippe, partie de la grippe aviaire qui va être une catastrophe d'eau. Et à Marseille, il n'y avait pas d'intermédiaire entre 0 lit réservé, les urgences habituelles, et 700 lits. Donc il y a un vieil hôpital, l'hôpital Salvador, qui avait été réservé pour ça, où on avait dit, écoutez, on a 700 places, donc si la grippe arrive, on a 700 places. Je dis, mais, donc moi, au début, le préfet demande avec le directeur adjoint de la PHM, qui s'est offert, je dis, mais attendez, on sait, si les choses se reproduisent comme elles sont passées avant, on sait de combien de lits par million d'habitants on a, et donc il faut qu'on ait 10 lits réservés en aval des urgences pour gérer spécifiquement la grippe, parce que la grippe ne reste pas là de manière éternelle. Il y a quelques-unes qui iront en réanimation, il y aura besoin de... Donc, mais avec le taux d'occupation moyen des grippes, il nous faut avoir 10 lits en permanence réservés aux grippes, isolés, dans les chambres seules, et que l'on traite comme des maladies contagieuses. C'était avant que l'IHU soit bâti. Et ça a été un débat d'une difficulté extrême, parce qu'il n'y avait rien de prévu au niveau de l'État entre 0 et 700. Alors et donc, comment on fait? Et donc ici, ça a été une négociation très difficile avec la commission médicale de l'établissement, l'assistance publique, qui je veux pas, mais on ne va pas vous confier à vous. C'était avant que les moyens permettent de débloquer, d'avoir des lits spécifiquement dédiés à ça. Et donc c'était une complexité extraordinaire, parce que, vu de là-haut, c'est aussi raisonnable de dire on va faire l'examen de globules dans les P4 pour les gens qui auront un Ebola, que de dire, écoutez, il n'y a rien entre 0 et 700. Donc on ne va pas réouvrir entièrement un hôpital, comment on fait pour avoir le personnel de ça. Oui. Est-ce que 10 lits isolés dans un site, c'est raisonnable? Donc c'est très intéressant de voir la déconnexion permanente, on voit ça dans tous les mondes, hein, entre la pratique du terrain et donc la capacité, on voit à ce moment-là que la capacité à gérer les épidémies dans ce pays est impossible, on ne peut pas les gérer. On verra bien d'ailleurs qu'au tout début du Covid, l'habitude de la gestion décentralisée de l'Allemagne permettra de ne pas avoir cette monstruosité du pic qu'il y a eu à Londres et à Paris. Parce que c'est décentralisé. Donc les centres de recherche, il y en a plusieurs, il y en a à Hambourg, mais il y en a à Berlin, il y a plusieurs centres, il y a plusieurs viviers de connaissances, et donc on n'est pas dans les mêmes conditions. Toujours est-il que cette grippe était finalement une fausse alerte,
et finalement ça s'arrête. Mais au fur et à mesure, on voit quelles sont les erreurs. Par exemple, on pouvait évaluer, au début, on ne sait pas, mais au bout d'un moment, quand on a vu l'épidémie passer en Nouvelle-Zélande, on voit comment risque une chance de se passer l'hiver, puisqu'ils ont eu l'hiver juste avant nous. D'accord ? On voit, l'hiver en Nouvelle-Zélande, ils ont besoin de 10 lits au pic par million d'habitants, donc nous, il nous faut avoir 10 lits réservés par million d'habitants par site de population. Ensuite, on regarde, les Américains commencent pour la première fois, eux, ils avaient les vaccins sur œuf embryonné, ils regardent, et ils disent non, avec une seule injection, et c'était faire du Covid, avec une seule injection, ça suffit largement, c'est pas la peine d'en faire deux, donc on fait une seule injection. On ne tiendra jamais compte de la vie, de ce qui s'est passé. Ils ont mesuré, ils ont regardé, ils ont évalué, ben ça va, une injection suffit. Ici, il y aura des décisions tout à fait étranges, par exemple, parce que dans un comité comme celui-là au ministère, il suffit qu'il y ait quelqu'un qui dise « Non, mais ça, on devrait faire ça », puis hop, c'est le principe de précaution, à partir du moment où quelqu'un a parlé, même s'il n'a pas de compétences sur le domaine, et donc, dans la première réunion, il y a quelqu'un qui dit « Moi aussi, je suis intervenu là-dessus en disant, mais il ne faut pas faire ça, en disant, il ne faut pas vacciner les femmes enceintes. Alors, les femmes enceintes, on sait qu'elles tolèrent très très bien la vaccination contre la grippe, il n'y a pas de problème. Et dans cette grippe-là, pour des raisons que je ne comprends pas, il y avait une surmortalité des femmes enceintes. Donc les priorités en été, c'était déjà les obèses et les femmes enceintes. Ceux qui mouraient de H1N1, c'était les obèses et les femmes enceintes. Donc, bien entendu, c'était la priorité. Donc, il ne fallait pas dire on va faire le vaccin sauf aux femmes enceintes, alors qu'on avait toutes les données qui apparaissaient du monde entier en disant c'est les femmes enceintes. Il a fallu 2 mois pour revenir là-dessus, parce qu'il y avait une personne dans le comité qui décidait écoutez, pas les femmes enceintes, on ne sait jamais ce que ça peut faire la femme enceinte, tout ça. Et donc, des choses qui étaient observables, pas déduites, observables. C'est-à-dire, c'est plus grave chez les femmes enceintes. Les femmes enceintes peuvent mourir de cette grippe, alors que si elles ne sont pas enceintes, elles n'en mourront pas. Donc, on sait que c'est un vaccin qui est totalement anodin, on sait ce qu'on fait, c'est le virus tué, ça va. Même s'il fait un peu plus de mal parce qu'il y a le cholestérol dedans quand on l'injecte, c'est pas ça. Et donc, on voit comment toutes les erreurs et toute l'imperméabilité des décisions du ministère face à tout ce qui n'était pas inclus dedans, allait faire ce dirigisme qui allait donner des éléments différents. Ce qui veut dire qu'effectivement, on verra, par exemple, dans tous les pays fédéraux, soit les États-Unis ou l'Allemagne, on verra que les décisions ne sont pas les mêmes dans chaque État et que on verra bien à la fin, c'est un travail magnifique qu'avait présenté Economidis, un des plus grands épidémiologistes au monde, un vrai celui-là, qui fait des analyses de data, pas des modèles scientifiques projectifs. Quand il a comparé les politiques de gestion des rapports sociaux d'un État à l'autre, il a montré qu'il n'y avait pas de différence. Les États dans lesquels il y avait le masque obligatoire ou le confinement n'avaient pas moins de cas que les choses à côté. Ce qui compte, c'est la densité urbaine ou la densité par maison. Donc, et d'ailleurs, si vous voulez, quand les gens commençaient à réfléchir, on s'est rendu compte, nous on a eu ça assez tôt, c'est que ce qui comptait, si réellement les gens doivent porter un masque, c'est plutôt à la maison que dehors, parce que la chance que vous attrapiez dehors un virus qui vole est relativement plus faible que celle d'attraper ça chez quelqu'un de votre famille qui l'a déjà attrapé. C'est comme ça qu'on les attrape. Vous voyez, il y a des enfants jeunes, vous voyez comment on attrape les maladies infectieuses. C'est les enfants jeunes qui les ramènent, et puis on les attrape comme ça quand ils sont à la maison. Quand on n'a plus d'enfants jeunes, on n'a plus. Ça avait d'ailleurs, c'était devenu légendaire cet élément parce que on a eu un Premier ministre qui disait qu'il fallait laisser les grands-parents dans la cuisine parce que les petits-enfants, à Noël, allaient apporter les infections virales. Ce qui, pour le Covid, n'était pas vraiment vrai parce que, pour des raisons que je ne comprends pas, que j'ai publié aussi, pendant les 2 premières années du Covid, les enfants n'avaient pas de Covid. C'est la 3e année seulement. Je ne sais pas s'ils étaient protégés par des anticorps antérieurs de quelque chose de croisé. C'est pas clair dans mon esprit, probablement ça, mais la 3e année, on a commencé à avoir des enfants qui ont fait le Covid, ils font des Covid très bénins. Les maladies virales sont souvent beaucoup plus bénignes chez les enfants que chez les adultes, parce que l'important c'est vraiment la violence de la réponse immunitaire. Enfin, toujours est-il que voilà, on était dans cet élément-là, et donc dans à la fois cette émotion, puis le déni, puis l'habitude qu'a l'État de se ressaisir maintenant de la gestion de ça, qui a été continuée, jamais d'analyse rétrospective de ça n'a été faite. Vous êtes sûr que c'est comme ça qu'il faut faire? En France, on reste persuadé que c'est l'État qui sait mieux. Comment on fait? C'est la nature de notre pays, c'est comme ça.
en tout cas, quelles que soient les erreurs dans le terme des épidémies, je sais qu'il y en a eu. Ça ne changera pas, en tout cas, pas dans un futur proche. Toujours est-il qu'effectivement, quand arrive l'épidémie de Covid, la situation est à peu près la même, il y a un affolement considérable. On ne tient pas compte du tout des premiers éléments qu'on a. On a très tôt des éléments, parce qu'il y a une épidémie sur un bateau japonais, on sait très bien que les gens en dessous de 70 ans ne meurent pas de ça. Pas de forme grave, pas de mort. On le sait, très tôt. Ça n'empêche pas une émotion extraordinaire et une absence de focalisation qui ne sera pas que nous. Hein. C'est la même chose. La Suède qui aura une mortalité non négligeable au départ. La Suède n'a pas eu de mesures sociales. Pas de confinement, pas de masque obligatoire. Elle a dit si vous voulez rester à la maison, vous restez à la maison, mais pas d'obligation. Et donc, au début, il y a une surmortalité qu'on voit en Suède. Les gens disent mais c'est parce qu'ils n'ont pas de mesures de confinement. Et les Suédois regardent. Les Suédois ont la capacité à dire écoutez, on s'est trompé assez rapidement. Chez nous, la force des événements fait que de temps en temps, ils reconnaissent qu'ils se sont trompés, mais il faut beaucoup de temps. Mais ils disent, parce qu'on a fait une erreur, on ne s'est pas concentré sur les gens de plus de 70 ans, qui sont ceux qui meurent. Donc en réalité, c'est dans les maisons de retraite, c'est dans les EHPAD chez nous, c'est là-dedans qu'il faut faire un effort considérable, parce que c'est eux qui meurent, plus quelques populations à risque, les grands obèses, les trisomiques, éventuellement les immunodéprimés. Voilà, c'est ça, les populations qui risquaient de faire des formes graves. Depuis le départ, on le sait. On aura la même chose, on aura nous la même chose que le bateau avec autant de personnes, 700 personnes sur le Charles de Gaulle, il y aura 0 mort. Parce que les gens qui sont marins sur le... Il y en a quelques-uns qui font des formes un peu plus graves, mais il y aura 0 mort. Donc on sait bien que en dehors de cette méthode, puis ensuite les Suédois ont fait une énorme étude sur les gens qui ont moins de 45 ans, sur 10 000 personnes qui ont moins de 5 ans, de 45 ans, et qui sont infectées. Donc il y a 1 sur 10 000 qui meurt. On ne sait pas de quoi ils meurent, sans pas les regarder. Mais enfin, on imagine qu'il y a une population en risque, là comme ailleurs, que donc 1 sur 10 000 moins de 45 ans, vous savez, ça fait une mortalité qui est peanuts. Hein. C'est pas plus que la grippe, c'est pas plus que... Et on le sait maintenant, avec le recul, la moitié des morts en France, comme dans tous les pays dans lesquels les études ont été faites, c'est les plus de 85 ans. 85, hein, à part aux États-Unis, dans lequel il y a une population d'obèses et de toxicomanes qui est dans un tel état pour commencer que, alors là, une goutte d'eau de plus dans un vase qui est prêt à déborder, ça fait déborder. Hein. Mais dans une population qui est dans cet état-là, c'est sûr que vous ne pouvez pas en tirer de conséquences, et c'est eux qui ont payé le plus lourd tribut, parce que leur population entière est malade. Hein. Une population, il suffit d'y aller, le degré de toxicomanie et grâce à leur industrie pharmaceutique. Hein. Maintenant, c'est l'oxycontin qui remplace l'héroïne dans la rue. Hein. Ils vendent des boîtes d'oxycontin au lieu de vendre des doses d'héroïne. Hein. Donc on est arrivé à un degré d'intoxication par le dérivé de l'opium et un degré d'obésité qui est tellement colossal, vous ne pouvez plus tirer de conséquences de ce qui se passe là-bas. Enfin, donc l'obésité est un phénomène de raccourcissement de la vie qui est vraiment actuellement le plus important depuis que, au moins dans un certain nombre de pays, le tabagisme diminue, c'est l'obésité qui est devenu le problème le plus important de tous. Donc, on est dans les mêmes conditions, un affolement considérable, l'idée que tout ça va pouvoir être géré par l'État, et plus les médecins. Donc, l'évolution de notre système de santé qui est complexe parce que, avec la diminution des capacités médicales qui a été considérable pendant 30 ans, la diminution du nombre de médecins, la diminution du temps de travail des médecins, même si les médecins veulent, ils n'ont pas le droit, fait de l'Europe, maintenant, ils n'ont plus le droit de travailler comme nous on travaillait. Ils n'ont pas le droit de travailler. Et il n'y en a pas assez. Et la population vit, une demande de soins de plus en plus importante, et moins d'heures de travail de médecins, ça fait exploser les choses. Et donc, les gens ne peuvent même plus consulter leur médecin, il n'y a plus que les urgences. Et donc, les urgences sont complètement saturées, pas du tout adaptées à des flux de cette nature-là. En plus, la gestion des flux, c'est un véritable métier. C'est pas un métier de médecin, c'est un métier de gestionnaire de flux. Et plus c'est gros, en réalité, moins ça marche. On le sait très bien. C'est beaucoup plus facile. Il fallait, au lieu, cette manie de la dimension en France fait qu'on fait des urgences de plus en plus grosses, on est incapable de gérer. Là, si vous mettez 5 services d'urgence, dans une ville comme Marseille, vous arrivez à le gérer. S'il n'y en a plus que 2, vous n'arrivez plus à le gérer. C'est énorme, c'est colossal. Et vous avez aussi bien les gens qui ont un bobo que les gens qui ont... Donc comment on fait? Eh bien, donc, pour savoir si les gens doivent venir, on va demander au SAMU, mais
comment le SAMU va orienter les choses alors qu'on ne connaît même pas les signes cliniques de cette maladie. Les gens disent, aux États-Unis pareil, ils n'ont pas été plus malins que nous, ça c'est Fauci qui a entraîné tout le monde derrière, il dit mais c'est comme la grippe. Pas du tout, ça ressemble pas du tout à la grippe, c'est pas du tout. Pas du tout, c'est pas la grippe, c'est autre chose, c'est une autre maladie. Pour savoir ce que c'est, il faut les observer. Il faut qu'il y ait des médecins qui regardent, qui l'écrivent, et en particulier, on savait pas à l'époque, on était les premiers à décrire ici la perte, sur la première vague, la perte de l'odorat. On apprendra après que, en réalité, ils ne sont pas essoufflés, même quand ils ont perdu leur capacité à respirer, ils ne sont pas essoufflés. Et on leur dit, attendez d'être essoufflés. Au moment où ils sont essoufflés, ils sont au niveau de la réa. Donc, vous ne pouvez pas régler ça par téléphone sans savoir ce qu'est la maladie, c'est pas possible. À l'époque, c'est moi qui ai introduit le fait qu'il faut mesurer l'oxygène avec les oxymètres de pouls. À l'époque, personne ne le fait, on ne regarde pas. Et donc, on se rend compte que l'oxygène qui est tombé très très bas, alors qu'ils ne sont pas essoufflés. Parce que ce qui fait s'essouffler, c'est la montée de dioxyde de carbone, c'est pas la baisse de l'oxygène. Au contraire, les gens sont plutôt euphoriques. Ce qu'on appelait l'hypoxie heureuse. Et donc tous ces éléments, les troubles de la coagulation, vous ne pouvez pas le savoir non plus. Il faut aller examiner les malades pour se rendre compte qu'une des complications majeures de ça, qui sera une des complications du vaccin aussi, c'est les troubles de la coagulation. Donc, et ça, vous ne pouvez pas le savoir si vous n'observez pas les gens. Il faut observer, il faut avoir l'esprit ouvert, il faut observer, et après, une fois que vous avez observé, vous dites ce qu'il faut faire. Voyez. Vous ne pouvez pas diriger ça d'un ministère en disant, écoutez, maintenant, les gens du SAMU qui n'ont pas encore l'expérience de la maladie, qui ne savent pas encore ce que c'est, vont vous dire, oui, c'est ça ou c'est pas ça, vous n'allez pas y aller. En plus de ça, pareil, les laboratoires spécialisés disent, il n'y a que nous qui pourrons faire le diagnostic. Vous n'avez même pas le droit de faire le diagnostic. Vous n'avez rien qu'à nous. Vous n'avez pas le droit de faire le diagnostic. C'est trop compliqué, la PCR. On faisait 200 000 PCR par an. Donc, tout ça retraduit les mêmes problèmes. Et je redoute ce ne sera plus mon problème directement en termes de professionnel, je redoute que les leçons tirées de toutes ces épidémies ne soient pas utilisées pour la prochaine étape. Parce que on est toujours dans la même structure de gens qui sont dans les ministères, qui pensent savoir, qui pensent que la vérité est simple. D'ailleurs, moi, M. Darmanin, il dit la vérité c'est le ministère, donc si vous n'êtes pas d'accord avec la vérité du ministère, vous serez pénalisé. Quand on voit d'où on sort, on est terrifié. Pensez que c'est ça la vérité. C'est un phénomène mais qui est reproductible. C'est l'histoire de France, c'est comme ça. Moi, je ne veux pas changer l'histoire de France. C'est un pays centralisé qui croit qu'on peut tout décider à partir du ministère de la Santé. Je l'ai vu, j'ai vu comment ils travaillaient, ce à quoi ils croient. Quand je leur dis, vous savez, il faut compter les morts, on me disait non, tant qu'il n'y a pas eu la catastrophe de la truc, même la DGS, ils se renseignaient même pas pour savoir s'il y a du monde dans les urgences. Vous vous rendez compte, le ministre de la Santé qui téléphone à la Direction Générale de la Santé pour dire, écoutez, c'est vrai cette histoire. Il dit, mais non, rien du tout. Vous croyez qu'il a pris le téléphone pour téléphoner aux urgences, pour demander, c'est vrai qu'il y a plus de morts aux urgences, c'est vrai qu'il y a plus de... Pas du tout. Il était resté dans son bureau au ministère et il lui a dit, non, c'est des bêtises tout ça. C'est ça la France. Et donc, tant qu'on ne sortira pas de ça, bien entendu, on sera incapable de gérer des crises de cette nature-là. Jamais. Il y aura l'affolement, et puis entre ceux qui seront dans le déni, ceux qui seront affolés, et tout ça est connu, c'est très étudié dans les sciences humaines et sociales, on sait bien. Donc c'est notre système, c'est comme ça. Et donc, quand vous rajoutez le Covid dedans, et puis les gens qui étaient tous prêts à dire, écoutez, s'il y a une autre épidémie, il faut absolument qu'on soit capable de faire le vaccin en 6 mois. Mais faire le vaccin en 6 mois, ça veut dire que c'était annoncé, ça, en 2017. Bill Gates avait dit ça à Davos. Il faut pouvoir être capable. Maintenant, il dit, il faudra gagner encore plus de temps, faire ça en 3 mois. Ça veut dire que vous ne prenez plus le temps de la précaution, de l'évaluation. Il faut avoir testé plusieurs centaines de milliers de personnes pour savoir ce que sont les effets secondaires. Il faut être sûr que, effectivement, il y a une efficacité qui n'est pas simplement... et avant de dire, écoutez, en plus, ça va contre toutes les évidences connues antérieurement. C'est la maladie, les infections respiratoires, on n'arrive pas à les contrôler comme ça. On n'a jamais contrôlé d'épidémie d'infections respiratoires comme ça. Donc, juste celle-là va marcher pour la première fois. Mais il faut faire très vite et on n'a pas le temps de l'évaluer. Je ne sais pas si ça recommencera le coup d'après, j'en sais rien. Ça va dépendre un peu de ce qui va se passer là quand on va passer au plan judiciaire de tout ça. De l'analyse un peu tranquillisée. Est-ce que ceci va amener à avoir une réflexion qui va être une réflexion beaucoup plus calme, logique et
et compréhensible avec de la connaissance. C'est une vraie question. Mais ce qu'on voit là, c'est que rien de tout ça n'était... la réaction du pays n'était pas du tout imprévisible, elle était comme ça. Et comme on manquait beaucoup, et moi je pense qu'une des choses qui serait les plus importantes à faire ça, on manquait beaucoup du vivier de gens qui avaient déjà été confrontés à des maladies contagieuses ou à des situations de cette nature, je sais pas, en Afrique, en Amérique du Sud, pour pouvoir avoir un vivier de gens qui aient une expérience de ça, qui n'est pas que l'expérience. Les infectiologues avaient limité beaucoup leur expérience aux infections nosocomiales, aux infections osseuses, au sida, aux hépatites chroniques. Ce sont des maladies chroniques qui n'ont rien à voir avec l'ensemble de la population, la gestion de la peur, la gestion... Oui, qui est un métier. Les épidémies, c'est un métier. Et donc, si on n'a aucune expérience, on est comme les jeunes soldats qui arrivent. Voilà, les gens qui ont vécu plusieurs épidémies, ils ont le calme des vieilles troupes. Ils ne sont pas affolés tous les jours parce qu'il y a une nouvelle donnée qui apparaît et avec une nervosité des jeunes troupes. On sait d'ailleurs, jeunes troupes, on a ça aussi dans le cimetière des gladiateurs de Capoue. On voit que le taux de mortalité et de blessure des jeunes gladiateurs est beaucoup plus important que celui des vieux gladiateurs. Ça s'apprend. Et donc on savait quand on avait des guerres d'affrontements comme ça, que la mortalité chez les plus jeunes, le premier contact avec la guerre donnait une mortalité beaucoup plus élevée que ceux qui faisaient la guerre depuis 2, 3, 4 ans. Les vieilles troupes ont une gestion de la guerre parce qu'elles sont moins émues, et donc elles risquent moins de faire des choses plus dangereuses ou moins cohérentes. Donc l'expérience sert à quelque chose. On vit une époque dans laquelle on n'est plus très sûr que l'expérience sert à quelque chose, mais en tout cas dans les situations de tension de cette nature-là, l'expérience sert à quelque chose.